Chers téléspectateurs de DRC Info Télévision, bienvenue à votre magazine hebdomadaire spécial Tondi Melanani. C'est ici où nous discutons de sujets d'actualité ou des sujets dominants de la semaine. Sur ces plateaux, je reçois pour vous Maître Arma Lokeka, coordonnateur du courant pour les saluts du peuple congolais, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à ces magazines. Merci beaucoup, madame. Alors, maître, d'entrée des jeux, nous allons parler de la sécurité. Nous le savons tous en ces moments, le FARDC, le Forces armées de la République démocratique du Congo, ne combattent plus contre le M23 au Nord Kivu, mais plutôt c'est le groupe d'autodéfense Wazalendo qui sont en train de s'affronter avec le M23. Comment jugez-vous cet engagement de ces patriotes? Oui, justement, c'est un problème sérieux. Je salue tous ceux qui vont nous suivre dans cette émission, et partout où ils seront, ou partout où ils se trouvent. Nous allons réellement aborder des questions sans aucun sentiment. Pour autant que nous devons discuter ou parler peut-être de la nation dans l'intérêt du peuple que nous sommes en train de porter dans le cadre de notre courant de réflexion. C'est-à-dire, en réalité, le problème, il est au niveau de l'engagement. Parce que nous avions déjà dit ça depuis bien longtemps, depuis que le chef de l'État avait tenté ou avait décrété, ordonné l'état de siège. Nous avions voulu que le chef de l'État, avant de procéder à quoi que ce soit, à toute mesure qui serait inefficace, comme la mesure d'état de siège en ce jour, devrait tenir compte de la force naturelle, la force locale, qui est en fait la force de l'autodéfense naturelle, qui a toujours pris devant dans les affrontements, dans les envies du Rwanda et de peuple Tutsi, qui enfin avaient toujours voulu annexer cette partie de la République à leur royaume Ima. Nous l'avions déjà dit. Et qu'en ce jour, voir que confirmer et dire avec nous sur ce plateau que la FARDC comme armée ne combat plus, c'est un groupe d'autodéfense qui remplace automatiquement l'armée congolaise. Il reste à savoir quelles sont les revendications de ce groupe d'autodéfense. Une fois gagné la guerre, vont-ils se taire pour dire qu'ils ont gagné ou ils auront à présenter des revendications? Mais d'ailleurs, l'ensemble de la population soutient le courage de ces compatriotes qui sont en train de gagner du terrain là-bas au Nord Kivu. Nous soutenons tous le courage de tout Congolais qui se lève contre le Rwanda et contre l'insécurité. Personne ne peut aujourd'hui applaudir qu'il y ait l'insécurité à l'Est et que les gens continuent à mourir et que les gens continuent à fuir leur ménage, que les enfants ne puissent pas suivre les enseignements et étudier, avoir la formation et l'éducation qu'il faut. Donc nous applaudissons et nous soutenons le Wazalendo qui prennent ce courage et ce bravoure qui est totalement attaché aux sentiments qu'ils éprouvent envers la nation congolaise. C'est que nous ne voulons pas que demain, que le gouvernement ne vienne pas décliner les responsabilités sur les revendications de ce groupe armé qui prend le devant sur le plan de leur force naturelle pour chasser, parce que les mêmes armes que la FARDC a, ce sont les mêmes armes que les Wazalendo possèdent pour l'instant. Alors les Wazalendo ont les mêmes armes que la FARDC, mais la FARDC ne peut pas récupérer une seule localité depuis il y a une année qu'on a pris Bunagana, mais aujourd'hui avec les mêmes armes, Wazalendo, non formés dans des centres militaires, récupèrent les localités. À la réunion du chef d'État de l'EAC, on avait demandé au FARDC de stopper avec la guerre ou avec le combat. C'est pour cela que les FARDC sont restés... Après la rencontre du président Tshisekedi et la délégation du Rwanda en Angola, 2 jours ou une semaine après, on a récupéré une localité de l'Est. Après Nairobi, il y a 2 autres localités qui ont été récupérées. Et l'M23 n'avait jamais observé quoi que ce soit. Pour l'M23, c'est le respect de l'engagement et des promesses faites par le président de la République qu'ils avaient besoin d'être exécutés et d'être respectés. Donc, ce n'est pas seulement la FARDC qui devrait respecter les engagements de pays
les pays de l'Est, mais plutôt même les M23 devraient respecter. Mais les M23 n'avaient jamais respecté. Là, vous êtes en train d'affirmer que non, le chef de l'État a eu des engagements avec le M23 dont il devait... Nous sommes en train de lire et d'entendre le cri de M23. Il y réclame quelque chose, le respect des engagements, lequel je ne sais pas. Si c'est avec le président Tshisekedi, comme ils ont prétendu que le président Tshisekedi a eu des accords avec nous, il a eu des attentes avec nous, il a eu des choses que nous avons conclues avec lui, qu'il est appelé à respecter, qu'il le respecte. Alors, le président ne le reconnaît pas comme un groupe de rébellion. Le président reconnaît l'M23 comme un groupe d'agresseurs. Et ce groupe d'agresseurs, qui entre autres est en train de récupérer les localités, peu importe les accords qui mettent l'armée congolaise en veilleuse. Vous voyez le problème? Donc, ces accords-là ne pouvaient pas être l'objet de défense aujourd'hui pour motiver la faiblesse de l'armée ou la faiblesse du gouvernement par rapport à la guerre de l'Est. Ça ne pouvait pas motiver. Puisque autant que l'accord doit être exécuté par les deux parties, et la FARDC exécute l'accord en observant le cessez-le-feu, et l'M23 n'observe pas, vous dites, il n'y a pas équilibre dans l'observation, dans l'exécution du contrat. Automatiquement, quand il y a violation d'un accord pareil, c'est-à-dire on vous fait voir que l'accord n'existe plus. Mais ces M23 réclament les dialogues. Quand ils réclament les dialogues, quand ils vont dialoguer avec le gouvernement congolais, c'est qu'ils vont demander qu'ils puissent intégrer l'armée. Et pourtant, c'est ce que l'Assemblée nationale ou c'est ce que l'Assemblée nationale... Il ne peut jamais avoir un cessez... Oui, il ne peut jamais avoir un cessez-le-feu s'il n'y a pas un prérequis. Un prérequis, c'est-à-dire voudrait que dans le préambule de ces accords, il y a quelque chose que le gouvernement congolais a ouvert comme brèche dans les attentes que réclame l'M23 à ce jour. Donc si l'M23 continue à demander coûte que coûte des accords et des dialogues avec le gouvernement congolais, c'est que même dans ces accords que le gouvernement congolais défend aujourd'hui que non, les FARDC sont en veilleuse suite aux accords, alors nous on se pose la question, quels sont les accords que le président de la République a refusé de signer? Ou il veut seulement nous dire, en dehors de ce que j'ai signé, je ne signe plus. Bon, les accords, c'est comment les accords qu'ils ont signés entre le président de l'EAC pour qu'ils puissent... C'est ça les cessez-le-feu, je ne sais pas s'il y a un autre. Oui, mais les accords ont été là, nous avons entendu à un moment, on était en train de demander au pays de l'EAC de sortir de la RDC. Puisque en venant, en entrant en RDC, les militaires de EAC étaient en ferme harmonie et en amitié avec les M23. C'est ce que la population... Vous comprenez? Il y a même des images qui ont circulé sur le net, sur le plan international. Il y a la population de Goma qui a même marché dernièrement. Voilà. Alors pour exiger... Non, ce sont les Ouazalènes, en fait, qu'on a accusés, qu'on a tués, qui ont demandé le départ de militaires de la MONUSCO et de CAC pour que non, voilà, cette communauté de pays d'Afrique de l'Est, tous ces militaires doivent sortir de notre pays, puisque nous trouvons une certaine relation, une fraternité avec le M23. Ça, c'est de un. De deux, vous trouverez que ce même pays de CAC qui permettent que les armes lourdes, confirmées par le secrétaire général des Nations Unies, entrent par ce pays. Si pas par l'Ouganda, c'est par le Rwanda. Si pas par le Rwanda, c'est par le Kenya. C'est par ce schéma-là que ces armes-là entrent pour alimenter ou soutenir l'M23. Et ce même pays qui font entrer des armes et des munitions, ce sont ces mêmes pays qui viennent vous dire « cessez le fait ». Non. Il y a une question que vous avez soulevée là-bas, ça allait être aussi ma question. Est-ce que ces mouvements d'autodéfense, ces groupes d'autodéfense, Ouazalendo, restera des patriotes pour seulement défendre. Ils ne viendront pas avec des accords. Non, nous avons combattu pour les pays, nous avons besoin de cela, nous réclamons ceci, nous réclamons cela, comme où on ne les appellera pas le M23 bis. La première question que l'on doit se poser, combattent-ils en bénévolant? Au moment où une armée, une guerre qui a affaibli toute une armée est sortie faible pour ne pas déloger l'ennemi, et qu'un groupe d'autodéfense arrive à déloger l'ennemi et mettre fin aux agressivités excessives de l'Est, ces jeunes gens et ces messieurs-là qui combattent le Ouazalendo vont-ils se combattre en vain et en bénévolant? Est-ce que le gouvernement peut aujourd'hui nous dire, nos frères qui combattent à l'Est, ces Congolais-là,
ne seront-ils pas demain appelés des étrangers quand ils vont poser leurs conditions? Les M23 bis. Puisque même les personnes qui sont décédées à l'Est, à un moment donné, après leur mort, non, ce sont des infiltrés rwandais qu'on a tués, il n'y a pas de Congolais. Mais nous avons vu les ministres aller atterrer les non-Congolais. Est-ce qu'ils ne seront-ils pas appelés demain des étrangers? Puisque tout ce qui est pour le pouvoir est congolais. Tout ce qui est contre le pouvoir est étranger. Est-ce que nous ne serons pas, nous, demain, en train de parler de Wazalendo comme des étrangers dans ce pays? Nous devons déjà, à partir de ce moment-ci, préparer l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur les revendications de Wazalendo. Une autre question, quand l'ONU appelle à un dialogue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et pourtant le combat n'engage pas les deux États, puisque le Rwanda nie son soutien au M23, et nous le savons de l'autre côté, l'armée congolaise ne combat plus, c'est le mouvement d'autodéfense Wazalendo. Comment ce dialogue va-t-il se passer? Vous avez dit qu'il y avait un accord entre le pays de CAC et la RDC, qui fait aussi partie de ce groupe communautaire, et que c'est à partir de ce moment-là où le drap s'est noirci, en fait, que le président de la République démocratique du Congo, je peux dire, n'a pas... La commission qui l'a aidé à signer, à ratifier sur cet accord de CAC, ne l'a pas aidé. Pourquoi l'on doit aller faire un dialogue avec le Rwanda, autant que le Rwanda fait partie de CAC? Autant que le Rwanda est signataire de ce charte ou de ce protocole, de ce bon, le chef de l'État avait dit, ce n'est pas... selon lui, il ne met pas en avant la guerre, c'est souvent chercher la paix. Alors, pour trouver cette paix, on devrait se réunir, on devrait parler. Bon, au niveau où peut-être la paix, on n'a pas réussi à avoir cette paix, on ne sait pas si on va... La paix, on doit la trouver de façon équilibrée, équitable, c'est-à-dire en ayant les mêmes intentions. Moi, je viens chez vous trouver la paix, mais mon intention n'est pas pour vous offrir la paix en réalité. Mon intention, c'est pour venir tirer un gain. Là, c'est le Rwanda. Vous comprenez? Tous les pays de l'Est, dans lesquels vous trouverez un peuple qui est en train de s'identifier, comme le peuple issu de même ancêtre, le Nilotique. Ils n'ont pas les mêmes intentions de trouver la paix que nous appelons communément les Tutsis. Ils sont au Kenya, ils sont au Ouganda, ils sont au Rwanda, ils sont dans tout ce pays-là qui ont prévalu venir nous faire ratifier cet accord dans l'intention de créer un État fédéré politique en RDC. Donc le fait de faire venir la force régionale de l'EAC en République démocratique du Congo, ce n'était pas une bonne idée. Ce n'était pas une bonne idée. Et même le fait de ratifier à cette histoire de CAC, ce n'était pas une bonne idée. Ils se sont limités à expliquer tout simplement la liberté commerciale, la création d'une zone économique et qu'on soit tout ça. Non, mais sur le plan commercial, sur le plan politique, il y avait des dispositions qui cachaient l'intention des pays de l'Est. Que non, en cas de ceci, les pays de l'Est peuvent fédérer la politique pour créer un État. Alors, où, dans quel pays cet État peut être créé? Si ce n'est en RDC. Est-ce qu'il y a une partie du Rwanda qui peut être enviée pour qu'on ait créé un État? Il y a une partie d'Ouganda? La seule partie de la RDC qui pose des problèmes dont ils avaient l'intention de fédérer pour créer un État, c'était l'Est de la RDC. Et le président, en ratifiant sur cet accord, qui devrait en plus passer par une analyse minutieuse du Parlement, ce qui n'avait pas été le cas, avait mis le pays en danger. Refuser de ne pas négocier avec le Rwanda, certes, c'est un problème, mais est-ce que ça a résolu le problème? Et s'il faudrait négocier avec le Rwanda, sur quelle donne devons-nous négocier avec le Rwanda? Aussi longtemps que le même Rwanda nie son soutien au M23. Aussi longtemps que le Rwanda vous dit que je n'ai pas un problème avec le Congo. C'est le problème du Congo avec le président de la République connaît. Nous avons entendu le discours de Kagame. C'est au même moment que moi, personnellement, j'avais préféré que le président ouvre une brèche pour salir la bonne intention affichée abusivement ou ironiquement par Kagame en disant que oui, de même que mon peuple n'a aucun problème avec le Rwanda. Si réellement le président Kagame dit qu'il n'a aucun problème avec le RDC, nous l'appelons que tous deux nous puissions nous retrouver à la frontière pour régler la situation. Puisque ces gens ne peuvent pas entrer sans l'appui de son pays. Ils ont trouvé des véhicules pour entrer au Congo comment? Sans l'appui de son pays. Ils trouvent la nourriture comment? Sans l'appui de son pays.
Il trouve des munitions commençant à l'appui de son pays. C'est toujours, on parle de l'armée des gens de l'Est. Il y a l'armée rwandaise qui a fait son entrée. Il y a l'armée rwandaise qui a fait son entrée. C'est là où il y a un problème, madame. Le président devrait laisser une brèche diplomatique pour salir l'intention malveillante ou la velléité de Kagame qui affichait devant les autorités internationales comme s'il n'a aucun problème avec le pays. C'est lui le problème du Rwanda. Ce n'est pas un Rwandais, un citoyen rwandais ou une dame rwandaise, non. Le problème du Congo, c'est M. Kagame, qui en fait doit servir ce père qui sont derrière lui, entre autres les grandes puissances mondiales. Voilà, c'est ça le problème. On laisse Kagame pour parler votre lecture par rapport à la rencontre du chef de l'État avec les officiers FARDC. On laissait le mercredi, les chefs de l'État organiser un repas de corps avec les officiers de Forces armées de la République démocratique du Congo. Les jeudis, il y a eu une nomination au sein de l'armée, notamment celle de Di Kapend, un ancien condamné ou prisonnier qui a été nommé à titre exceptionnel au grade de général des brigades au sein de FARDC. Juste après le menace de John Numbi. On ne sait pas, le président a-t-il peur ou... Non, quant à moi, c'est une analyse personnelle qu'on maintient par rigueur. Ouais. C'est une très mauvaise nomination et une nomination d'imprudence. C'est vrai ça. Une nomination d'imprudence. Pourquoi? On ne répond pas à un frère par un frère. Ça, j'ai tout dit. Ouais. Ah. On ne répond John pas Numbi. à un frère. Moi, je vais interpréter. Alors, John Numbi est Katangé, Edi Kapende est Katangé. Il a répondu à qui? Qui lui dit que réellement, ceux-là ont l'obligation de se trahir? Qui lui a dit ça? Wow. Qui lui a dit ça? C'est une nomination imprudente. Et peut-être vouloir, comme j'ai vu dans les affiches sur Internet, Edi Kapende contre Kabila. Mais qui lui a dit qu'Edi Kapende a un problème avec Kabila? 18 ans qu'il a été arrêté. Kabila ne l'a pas tué. N'est-il pas un bonheur pour lui? Qui lui dit qu'Edi Kapende a un problème avec ses Katangais? Et la déclaration de John Numbi, doit-elle réellement mériter ça comme réplique ou comme préparation? Non. Moi, j'aimerais que les gens essayent d'aider le chef de l'État à aller beaucoup plus réfléchir, de répondre autrement et non prendre les mêmes pions. Je vais vous donner un exemple, madame. Moi, j'étais par exemple un villageois. Je n'avais jamais eu le temps de monter dans un vol pour atteindre le chef de la République. Mais la personne qui m'a fait entrer dans un avion pour la première fois reste dans ma tête gravé comme celui qui m'a amené à m'émanciper. Vais-je le trahir? Jamais. Vous comprenez? Dans toute cette armée-là, il y a des militaires qui sont restés dans leur tête, fans, si pas plus que fans. Ils sont comme les fils légitimes des Mouzé et de la famille des Mouzé. Et ils en sont très reconnaissants de tout ce qu'ils ont subi du village en ville, de tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Pensez-vous qu'ils n'ont pas le droit de redevabilité, de souvenance pour tout ce qu'ils ont bénéficié dans leur vie? Seront-ils en réalité contre Kabila ou contre John Numbi? Moi, j'aurais voulu qu'un conseil utile soit donné au chef de l'État, de créer ces hommes de confiance à lui. Edi Kapende n'est pas un homme de confiance. Il n'est pas l'homme de confiance à Tshisekedi. Il l'a seulement gracié. Ils se connaissent où? Il l'a seulement gracié pour le faire sortir de Makala. Et vous savez, 18 ans, il n'est pas mort. Il vivait. Qu'est-ce qu'il a interdit au gouvernement passé de le tuer? Parce que tous les mécanismes de tuer un prisonnier sont là. Qu'est-ce qui avait interdit au gouvernement passé de tuer Edi Kapende durant 18 ans? Le fait de le gracier voudrait qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi se fasse ami à Edi Kapende? Vous êtes sûr? Il a sorti combien de gens de la prison ici? Mais c'est la personne qui l'a libéré. Donc. Je vais te montrer un exemple. Il a sorti Franck Diongo aussi de la prison. Un exemple palpable, je le cite. C'est Franck Diongo est sorti par le président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il est avec lui? Non, il n'est pas avec lui. Voilà, c'est pour te dire que le problème de la politique, hein, nous avons appris dans la littérature, on appelait ça l'histoire romaine. On dit que les luttes politiques sont apparemment violentes. Mais au fond, ça n'accuse pas le même fait. Tu peux me voir avec mon frère se tirailler, mais tu penses qu'on va s'entretuer demain.
Après 2 jours, tu nous trouves en train de manger ensemble autour de notre mère. Parce que ce sont des luttes politiques. Et qu'il faudrait faire trop attention pour ne pas faire confiance aux hommes qui font confiance aux autres. Le président de la République, ayant le pays durant 4 ans, 5 ans, il ne peut pas manquer ses généraux de confiance à lui-même pour répondre à de telles situations. Il ne peut pas se dire Amia Idi Kapende plus que Kabila. Il ne peut pas se dire Amia Idi Kapende plus que John Numbi. Non. Il n'a pas répondu à la question si c'était réellement dans ce calcul-là. Je dis, moi, ça c'est mon analyse personnelle, oui. Le chef n'a pas répondu à la question. Avez-vous suivi des sorties médiatiques de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa? Pouvons-nous dire que ces derniers est frustré pour l'avoir ravi les carrés miniers? Nous le savons tous, ces carrés miniers ont été ravis par le pouvoir en place. Non, je pense que ce n'est pas un problème de carré minier. Nous devons expliquer le problème autrement. C'est pourquoi je dis, quand un Congolais est frustré, un Congolais est asphyxié et qu'il sort de son silence, n'y allons pas seulement parce que non, nous avons touché sa femme, nous avons touché son argent, on a bloqué son compte. Non, il y a d'abord un problème de savoir qu'est-ce qui a poussé Corneille Nangaa de faire ce sortie médiatique et pourquoi devrait-il le faire? Moi, j'ai dit déjà à Corneille Nangaa qu'il était inopportun de venir faire ces déclarations à ce moment-ci. Ouais. La personne à pendre dans ce pays, c'est Corneille Nangaa. Oui, le moment est mal choisi. Le moment est très mal choisi. Nous avons fait déjà 5 ans avec Tshisekedi, qu'il s'agisse que tu lui avais donné le pouvoir, ou tu ne lui avais pas donné le pouvoir, ou que ce soit par un accord, que ce ne soit pas par un accord. Il ne lui revient pas, lui, qui nous a causé du tort, de n'avoir pas respecté notre suffrage. S'il le dit en âme et conscience, c'est l'homme à pendre. Il est quelqu'un à tuer et à pendre en public. D'avoir détourné la volonté populaire, le suffrage universel de tout un peuple, et le donner à qui qu'il soit, peu importe le pont de vin qu'il a mérité. Et Nangaa sort de son courage pour dire au peuple congolais que voilà, c'est moi qui vous ai volé votre suffrage, j'ai détourné votre volonté, je l'ai donné à qui je veux. Ce n'est pas le moment, monsieur Nangaa. Ce n'est pas le moment. Et ce ne sont pas des sorties politiques. Ce sont des sorties de rancœur. Et en politique, quand une sortie de telle envergure... Mais qu'est-ce qui a poussé Nangaa à faire ces sorties médiatiques ou parler des accords ou nous dire... Il a donné les motivations puisqu'il a trouvé que ce qu'il attendait en Tshisekedi, rien n'est fait. Et qu'en dépit de tout, il attendait que celui-ci pouvait ne fût-ce qu'entendre le conseil. Ne dites pas que Nangaa ne parlait pas avec le président Félix. Mais consciemment, lui-même, il ne savait pas qu'il a mal fait. Il devrait nous le dire avant, au début de la mandature de Félix Antoine Tshisekedi. C'est pas aujourd'hui, à la fin, Félix est arrivé, fait un mandat, qu'il viendra nous dire que non, Félix a signé des accords politiques avec l'ancien président Joseph Kabila. Réellement, les accords existent. Réellement, les accords existent. On n'a jamais brossé ces accords. Non, non, réellement, les accords existent. Ces accords ne sont pas opposables au peuple congolais. Puisque ce n'est pas apparu au journal officiel. Ce n'est même pas légalisé par un notaire. Ce sont des accords entre individus. Mais si Corneille Nangaa, non, il doit nous les démontrer ou nous... Non, ces accords existent. Ces accords existent. Ça existe. Nous avons... Ces accords existent. J'ai posé la question. Le président dit qu'il n'a jamais signé les accords. Il est arrivé dans ce pays, dans un pays d'Afrique, qu'un prédécesseur président donne le pays à son successeur sans qu'ils ne se parlent. Alors, le jour où, la première fois qu'il a vu Kabila, ils se sont parlé de quoi? Donc les accords ont été verbaux. Les accords, verbal ou pas verbal, les accords existent. Puisque nous avons eu une vidéo du chef de l'État qui disait que non, nous venons de nous rencontrer, on a signé des accords. Il y a une vidéo qui circule. Non montée. Vrai ou faux, Dieu seul le sait, mais les accords existent d'autant plus que... Mais le président de la jamais eu des accords. Kabila ne peut pas laisser la représentation du Congo à quelqu'un qui n'a pas rencontré. Ils se sont vus avant même qu'on prononce par la CENI, parce que la CENI a donné des informations aux autorités. Selon certaines personnes, les accords c'était pour protéger le président Kabila et sa famille. Vous voyez ces gens-là. Puisqu'il se sentait en insécurité. Peut-être qu'il s'est dit que non, il sait comment il a dirigé ces pays, comment... au cours de sa mandature, comment est-ce que le pays a été dirigé, que les Congolais peut-être se sentaient voyez les Congolais,
nous disons quelque chose de son contraire. Il y a accord ou il n'y a pas accord? Il y a accord. Oh, quelle est la portée de l'accord? Kabila cherche une sécurité, n'est-ce pas? Oui. Il y a accord. Alors, Kabila cherche la sécurité chez qui? Chez le président qui lui veut laisser le pouvoir. Et qu'est-ce que ce président-là cherche chez Kabila? Qui est le premier président honoraire en vie? Qu'est-ce qu'il a cherché? Donc, ce qu'il a cherché, c'est Kabila. Non, mais c'est Kabila qui est allé chercher Tshisekedi. Ce n'est pas Tshisekedi qui est allé chercher Kabila. Oh là là. Mais c'est Kabila qui est allé parce qu'on nous dit, selon certaines personnes, non, il était allé vers Fayulu. Cet accord a combien de dispositions? Fayulu a dit, moi, dès que je serai au pouvoir, je vais arrêter Kabila. Là, c'est selon certaines personnes. Kabila est allé chez Fayulu. Oui, selon certaines personnes. Et Fayulu a refusé que je ne vais pas te sécuriser. Oui. Alors maintenant, entre les deux, Fayulu et Tshisekedi, qui avait gagné les élections en réalité? Mais quand Kabila a donné le pouvoir à qui il a voulu. Les résultats nous ont démontré que c'était Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, alors maintenant si Fayulu acceptait de le sécuriser, il prenait le pouvoir. Vous voyez, quand quelqu'un vient avec une démonstration comme ça, c'est-à-dire qu'il vous dit déjà implicitement qu'il y a un accord. Même si c'est Kabila qui a demandé qu'il y ait un accord, il y a un accord. Verbal ou écrit, il y a un accord. Je veux que tu te donnes le pouvoir. À contrepartie, tu me sécurises avec ma famille. C'est ça le problème. Ça ne peut pas arriver, tu es passé. Mais je te demande, là ce n'est plus un accord. L'accord voudrait dire que chaque parti a un compte à rendre. Kabila avait son dauphin. Il pouvait aussi laisser Chadar diriger. On reste dans l'esprit de l'accord. Oui, l'accord voudrait dire que chaque parti a des choses à présenter et une obligation à réaliser. Ouais. À faire ou à ne pas faire. Je veux te donner le pouvoir. À seule condition, vous acceptez de me sécuriser avec ma famille. Ça, c'est la première hypothèse. Oui, moi j'accepte de te sécuriser, donne-moi le pouvoir. Ça, c'est l'autre partie. Qui a l'obligation de faire ou de ne pas faire, d'accepter ou de ne pas accepter. Il va chez Fayulu. Je veux te donner le pouvoir. Tu acceptes de me sécuriser? Non, je ne veux pas. Tu comprends? Mais c'est lui qui a accepté a pris le pouvoir, non? C'est ça la conclusion. C'est lui qui a accepté de le sécuriser a pris le pouvoir. C'est lui qui a gagné les élections. Non, tu me donnes ce que les autres disent. Oui, c'est ça. Et j'ai déjà entendu ça. Plus même dans le camp du président Félix. C'est qu'ils disent non, Kabila avait seulement demandé de les sécuriser. Oui, Kabila a demandé de les sécuriser à qui? À un président légitimement élu ou à celui à qui il devrait dire voilà, si tu acceptes de me sécuriser, je te donne le pouvoir. Ça a été une condition ou ça a été tout simplement une demande? Si c'est une demande, c'est qu'il peut à tout moment dire non. Je suis élu, je ne peux pas te sécuriser. Si tu as commis des fautes, je vais t'arrêter, comme Fayulu l'avait refusé. Disent les autres. Pourquoi lui n'a pas refusé? Si lui refusait de les sécuriser, Kabila donnerait le pouvoir à qui? Voilà le problème. Donc c'est pour vous dire que les sorties de Nanga sont inopportunes, autant qu'ils viennent avec ce moment, les Congolais n'ont plus besoin de savoir des débats sur la légitimité de Tshisekedi ou sur la légalité du processus qu'il a organisé. Il a volé, il a détourné la volonté populaire par le suffrage exprimé pour le choix d'un président de la République. Ça reste dans le journal. Il est quelqu'un qui ne peut pas dire ça en public, sinon c'est quelqu'un à pendre. Dans un état normal, il est à pendre. Vous comprenez? De nous avoir détourné notre volonté, si réellement ce qu'il dit est vrai, il doit se pendre ou quelqu'un totalement à lapider. Mais que cela est le cas, nous ne voulons pas que les élections qui viennent, que M. Kadima vienne souffrir aussi des remords en donnant le pouvoir à celui qui ne va pas passer. Nous demandons à Kadima de donner le pouvoir réellement à celui qui va passer. Parlons même du processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante a publié hier la liste provisoire des candidats présidents de la République. Pouvons-nous dire que non, ces processus évoluent très bien? Il y a la délégation de la SADC, de la mission de la SADC qui était ici et il a rencontré les différentes partis politiques, les différents regroupements politiques, même les autorités. Il a rencontré les présidents de la CENI, ils ont donné les go, ils ont constaté que non, le processus électoral évolue très bien. Ils ont donné? Oui, lors de sa rencontre avec Denis Kadima, ils ont dit qu'ils sont prêts pour envoyer aussi leur délégation pour venir superviser les élections. Donc ils ont constaté que le processus électoral va bon train. Vous savez, je voudrais dire une chose.
qu'il s'agisse d'un processus biaisé, qu'il s'agisse d'un processus régulier, nous avons besoin que les élections soient un droit respecté et respectable par les organisateurs. Le pays n'appartient pas à ceux-là qui forcent coûte que coûte qu'il y ait élection ou qui veulent coûte que coûte qu'il y ait élection, puisque sans élection, il n'y a pas la vie. Non, sans élection, il y a la vie dans le pays. Pourquoi? Puisque mieux vaut protéger la vie d'une seule personne que d'aller vers une élection qui peut nous arracher 3-4 personnes. C'est très important. Ce qui se passe au pays a déjà été ailleurs. Nous ne sommes pas le premier où vous trouverez une divergence totale sur le point de vue avant les élections et qu'on essaie toujours de faire un raccordement et une conciliation des points de vue. Mais chez nous, nous sommes dans l'impossibilité de concilier les points de vue. Là, vous parlez... Regardez l'opposition et la majorité. Il n'y a plus un cadre de consensus. Là, vous parlez du dialogue. Ils doivent se réunir, l'opposition. Madame, le dialogue ne peut pas impérativement dire qu'il n'y aura pas élection. Le plus grand problème, c'est de rassurer aux opposants que le fichier est régulier et net. Ça, c'est d'abord un problème. De deux, la composition de la CENI des cours et tribunaux ne pose réellement pas le problème de fond. Réellement pas le problème de fond. Mais le problème, c'est beaucoup plus sur la tricherie au niveau du fichier, au niveau du fonctionnement électronique. L'on vous dira aujourd'hui que la CENI dit que non, tout électeur qui veut voir son nom affiché doit entrer sur leur site web pour voir le nom. Est-ce que chez nous, là au Kasaï, il y a l'Internet dans tous les villages? Est-ce que chez nous au Kasaï, ils ont appris aux gens comment entrer dans les sites web pour trouver le nom? Ou bien le nom devrait être affiché dans les bureaux électoraux. Mais aujourd'hui, la CENI décline d'afficher le nom. Ça biaise encore de plus les processus électoraux. La SADC a été invitée par le président de la République. Et la SADC a eu 3 missions. La première mission, c'est d'évaluer l'environnement politique et sécuritaire du pays. Si ça peut permettre qu'on tienne une élection juste, propice, transparente, équilibrée, démocratique. Deuxièmement, évaluer le cadre juridique et constitutionnel. Troisième, évaluer la capacité de la CENI de tenir les élections transparentes en RDC. Et tout ceci, c'est conformément aux lignes directrices révisées dans l'accord de la SADC. Quelles sont les lignes directrices révisées dans l'accord de la SADC? Au cas où toutes ces évaluations ne permettent pas, la SADC a le pouvoir de dire à la RDC, il n'y a pas élection. Cette fois-là, nous avons hypothéqué notre souveraineté par rapport aux accords ratifiés par nous. Parce que la Constitution dit que tout accord et traité ratifié par la RDC a le portée supérieure aux lois internes. Donc même la Constitution n'agit pas à ce niveau-là. Vous voyez? Donc ce missionnaire de la SADC retourneront avec un rapport auprès des autorités habilitées qui gouvernent l'organisme communautaire et on va répondre à la situation d'évaluation faite après consultation. Mais déjà, leur mission, c'est comme s'ils sont en train de juger cette mission satisfaisante. Donc, ils ont été... La mission est satisfaisante puisqu'ils ont atteint toutes les couches. Mais la mission insatisfaisante n'est pas en rapport avec la décision à prendre pour la tenue des élections, puisque le président de la République lui-même a tenu dans sa communication à l'étranger qu'il est en train de voir la situation qui se passe au pays, que ces élections risqueraient faire naître encore de poches d'insécurité et de situations qui risquent d'embraser le pays. Donc il y a risque qu'il y ait un report des élections. Vous comprenez? Non, le président lui-même dans sa déclaration est en train de craindre que quelque chose de mal puisse arriver autour de ces élections. Il l'en a dit devant les diasporas. Alors, il appelle la SADC pour que la SADC tienne compte de sa vision, de sa crainte, parce qu'il ne voudrait pas que ceci arrive à son mandat. Vous êtes sûr que le président est capable de dire aux Congolais aujourd'hui, réfléchissons sur la tenue ou la non-tenue des élections. Qui sont pour, qui sont contre? Vous savez ce que ça va devenir? Il ne saura pas respirer, il ne va pas vivre en paix. Mais si aujourd'hui une décision qui vient de la SADC, le président vous dira non, nous sommes liés
à toute mesure prise par l'organisme communautaire, puisque nous avons ratifié et nous sommes membres de la SADC, nous ne pouvons pas passer outre. Donc automatiquement, les élections sont renvoyées sine die ou à une date ultérieure, tenant compte de certains éléments de base, de tel autre. Vous vous rendez compte? C'est comme ça que je suis en train de faire ma lecture à moi. Donc selon votre analyse, il y aura un report des élections. Je suis en train de suspecter cela de suite de l'invitation lancée au président de la République, à la SADC. Je suis en train de sentir cela. Que la SADC, au regard de l'évaluation du climat politique, je ne vois pas que le rapport positif peut-il donner. Parce qu'il n'y a pas un bon rapport politique en RDC. Les opposants, comme ceux qui sont ailleurs, décrient automatiquement sur ce qui se passe. Autant que la tribalisation des institutions décriée par l'opposition pose un problème. Et ce qui est aussi une réalité. Le pays a un problème. Le poursuite portée contre les candidats et certaines autorités politiques pose aussi un problème. De respect des droits de l'homme pose un problème. L'insécurité au pays pose un problème. L'insécurité n'est pas seulement liée à un groupe d'armée ou à un agresseur qui est entré, mais plutôt même au sein de nos entités ethniques et tribales. Il y a un problème sérieux de sécurité. Il y a un problème sérieux. Donc tous ces éléments-là, je ne crois pas que... Je suis d'avis, moi je veux qu'il y ait les élections. Moi je veux. Mais j'ai fait une analyse indépendante. Même en dehors de moi-même. Je dis, en lisant la situation, je dis le président a trouvé un brindille pour simplement dire que c'est la SADC qui a l'autorité maintenant de reporter les élections et non eux-mêmes les autorités congolaises. Au vu, si le processus est biaisé, selon vous, si le processus électoral est biaisé, pourquoi certains partis politiques de l'opposition voulaient aller aux élections? Entre-temps, le Front commun pour le Congo, lui, n'a pas voulu parce qu'il a constaté qu'il y avait, le processus n'allait pas bien et qu'il y aura de la tricherie. Mais les autres partis politiques ont voulu aller aux élections en connaissant que non, ils peuvent avoir tricherie, les processus électoraux est biaisé, ils sont en train de contester, mais ils ont voulu entrer dans ces processus. Oui, justement. Vous savez, nous ne faisons pas la politique comme une école d'identité. La politique, c'est une école d'idéologie. L'FCC n'a pas la même idéologie qu'Ensemble pour la République. Donc, pour Ensemble pour la République, le mal se consomme et ça ne sortira pas mal à la toilette. Donc, il y va, s'il trouve que ce mal, il y entre. Nous tous, nous sommes entrés. Mais cela ne nous rassure pas qu'en entrant là-bas, tout ce que nous allons faire est automatiquement régulier. Et réellement, il y a de petites reproches à faire, ça et là. Mais nous sommes là, nous sommes candidats. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de cochonner à 100%. On est adhère en considérant que tout ce qui entre dans la bouche ne nuit pas. En considérant que ce qui entre ne nuit pas. C'est ce qui sort qui fait du mal. Donc, quant à nous, allons-y. Il veut nous faire avaler, nous nous avalons. Pourvu que ça ne puisse pas nous nuire. Mais qu'on ait un président, qu'on ait une assemblée, qu'on ait un parlement. Et si vous êtes élu, vous serez content, bien que les processus... Mais lui-même, le président actuel, avait déclaré dans son discours d'investiture, malgré élu, il a décrié les irrégularités qui ont accompagné le processus électoral qu'il avait rendu président de la République. Dans son discours, il l'avait dit. Ça ne lui a pas fait dire que non, étant donné que le processus était irrégulier, peuple congolais, je reste provisoirement président en entendant qu'on organise de vraies élections. Il n'a pas dit ça. Donc, il a décrié le processus, mais il a prêté serment comme président et il est là à la fin de son mandat 5 ans. Ce que nous décourage, c'est de voir un Congolais conscient qui a connu les irrégularités, qui a reconnu que les élections n'étaient pas bien organisées, mais qui, à son tour, reprend les mêmes processus mal organisés. Commençons par l'enrôlement, qui a posé des problèmes techniques partout, où dans certains villages, les machines étaient abîmées à plus de 40%. Alors on se pose des questions, pourquoi devrions-nous reprendre une élection comme ça, au moment où le président de la République a son investiture, a sa prestation de serment, a décrié ce comportement? Ne pouvait-il pas trouver un schéma pour remédier à cette situation? La candidature commune de l'opposition était possible en ces moments où il y a
le leader de l'ECD, Martin Fayoulou, qui demande aux autres de se ranger derrière lui, que lui seul soit... Non, c'est pas comme ça. Et puis, c'est pas comme ça. Martin n'est plus à faire confiance pour l'instant. Il n'est plus à faire confiance, mais il sera toujours... Pourquoi il sera toujours objet d'un candidat unique de l'opposition, selon le cas, parce que le problème qui est là, c'est quoi? Nous avons plusieurs oppositions aussi dans ce pays. Et les oppositions qui se réclament, opposition radicale, opposition républicaine, comme nous, qui sommes des républicains, opposition intelligente, opposition, je ne sais pas quoi. Alors, vous trouvez qu'il y a un problème. Mais s'ils sont réellement tous pour l'intérêt du pays, nous avons besoin que tous ces opposants se liguent à un seul chemin pour atteindre l'objectif qui est l'objectif du changement. S'ils se liguent, ce n'est pas à Martin Fayoulou d'appeler les autres à se liguer. La fois passée, il n'avait pas appelé, mais on lui a donné. Pourquoi aujourd'hui il ne peut pas être aussi compréhensif? Mais il s'est dit, c'est lui le candidat valable par rapport aux autres. Il est valable par rapport à quoi? Quelle est la validité? Il n'a pas dirigé avec Tshisekedi, il a été opposant depuis, il a été opposant. Non, ce n'est pas ce qui fait quelqu'un qu'il soit valable, madame. Tshisekedi qui est aujourd'hui au pouvoir, il avait dirigé avec qui? Est-il réellement valable à 80%? Mais alors, vous voyez que lui, les autres ont travaillé avec Tshisekedi. Le problème d'un candidat valable ne dépend pas du fait qu'on a été opposant, parce que nous avons un opposant au pouvoir. Le fils de Sphinx est au pouvoir ici. Mais il a été constant. Il y avait quelqu'un qui posait la question, qui dit, mais dites-nous dans la ville de Kinshasa, où avez-vous transformé quelque chose depuis le départ de Kabila? Quelle est la chose qui est transformée à Kinshasa depuis le départ de Kabila, qui n'a pas été laissée? Mais il est au pouvoir, ça fait 5 ans. Mouzé était au pouvoir durant 2 ans. Nous avons senti un changement. Et l'état que Mouzé a trouvé le pays, et l'état que Tshisekedi vient de trouver le pays, quels sont les 2 présidents qui ont trouvé de façon dégradante le pays? Qui? Le pays était dégradant à l'époque de Mobutu, enfoncé dans les crédits et dans la mentalité. Mais 2 ans après, ou 1 année après, nous avons senti l'existence d'un chef. Différemment du président Tshisekedi, qui a 5 ans. Madame, il y avait la démocratie au modèle du Congo. La démocratie au modèle de droits de l'homme européen, ce n'est pas cette démocratie-là que nous avons besoin, puisque ça ne se respectera jamais. La démocratie au Congo, c'est-à-dire? La démocratie au Congo doit se faire sentir dans l'intérêt de ce peuple-là. C'est-à-dire, le peuple est au milieu de l'intérêt de toutes choses. Une démocratie qui ne se respecte pas, qui a en théorie, la démocratie, ça veut dire quoi? Mais laisser librement de parler. Mais quand vous trouvez un pays où il y a encore l'infraction d'outrage au chef de l'État, ce n'est pas de la démocratie. Ce n'est pas de la démocratie. Oh non, faux bruit, ce n'est pas de la démocratie. Vous m'avez appelé puisqu'on a libéralisé la communication. Mais à partir de ces communications, on peut m'arrêter ce soir. Pourquoi je l'ai dit? Ce n'est pas de la démocratie. Combien d'arrestations entendez-vous dans les pays normaux où les gens appellent M. Macron est incompétent? Combien sont arrêtés en France pour ça? Mais essayez de le dire au Congo. Vous serez gêné le soir. Donc c'est pour ce que je vous dis que ce soit dans le régime passé comme celui-ci, la démocratie n'est pas faite pour le monde des illettrés comme un monde qui est le nôtre. La démocratie, c'est pour le monde des Illuminati. C'est pour le monde des illuminés. Bon, je parle pour ceux qui vont entendre Illuminati comme en termes de culte occultiste, mais ce sont des illuminés. Ce sont des personnes averties qui ont acquis ce qu'on appelle le siècle des Lumières, siècle de la connaissance. Ceux qui sont intellectuels avertis. C'est ceux qui comprennent la démocratie, que ça doit s'exercer comment. Vous avez 86% d'illettrés au pays, vous allez amener la démocratie au modèle occidental? Non, c'est pas impossible. C'est impossible, ça ne passera pas. En définitive, est-ce que cette candidature commune de l'opposition est-elle possible? Cette candidature est possible et très possible pourvu que mes frères de l'opposition comprennent qu'ils ne sont pas candidats pour eux-mêmes, ils sont candidats pour un changement afin que le peuple se sente soulagé. C'est uniquement ça. Mais s'ils sont dans l'option de se faire candidats pour qu'on les appelle présidents, c'est-à-dire qu'ils sont candidats pour eux-mêmes, ils ne vont pas se laisser d'espace. Et si tous conjuguent pour un seul candidat contre Félix Tshisekedi, ça serait un problème sérieux. Et j'ai peur que le peuple congolais se mette encore dans de pleurs et grincements de dents lors de cette élection. Pouvez-vous placer un mot par rapport à la déchéance du pasteur Dodo Kamba de ses fonctions des représentants légaux des églises de Réveil au Congo? Non, mais je ne cesse de le dire que c'est un dossier que je n'aime pas trop parler, puisque je l'ai dit que Dodo Kamba
pasteur, certes, de son état, il n'a pas à faire de dossier d'une structure des églises de réveil comme son dossier personnel. De la même façon qu'il avait été élu frauduleusement, de la même façon qu'il peut même partir frauduleusement, de la même façon qu'il avait été élu, puisque nous connaissions à l'époque, c'était Sonny Kafout apparemment et les autres qui avaient cette direction des églises de réveil. Qui tue par l'épée. Et ils savent comment ils l'ont fait partir. Quand aujourd'hui nous allons l'entendre dire que non, c'est le ministre qui doit convoquer une assemblée pour le faire partir. C'est-à-dire un religieux qui appelle celui qui ne prie pas comme lui, qui n'est pas pasteur comme lui, de venir trancher sur un litige. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, cette association des églises de réveil est tribale. C'est une aventure de tribalité, madame. Parce que vous trouverez qu'au constant, quand un président de la République devient de telle tribu, le président de conseil et le président des églises de réveil devient de cette tribu-là. Hier, nous avions eu les Swahili. Aujourd'hui, nous avons les Luba. Et demain, si nous avons un président qui viendra de l'Équateur, nous aurons aussi un président de réveil qui sera aussi de l'Équateur. Et sans aucun critère fondamental. Autant que vous trouverez quelqu'un qui n'a qu'une seule paroisse avec 300 croyants à Limité ou avec un petit groupe de prière à Lemba, il se dit qu'il est le président des églises de réveil. Quel est le critère? Que ce soit des capacités de gestion, que ce soit d'expérience apostolique, que ce soit sa capacité de gérer les églises dans le Congo. Il peut être président des églises de réveil à quel moment? C'est pour cette raison que nous disons qu'ils arrêtent cette aventure-là, de continuer à salir. Le peuple de Dieu n'a pas besoin de cette aventure qui quitte de l'angle religieux, il y a dans l'angle politique, s'ils veulent la politique, qui s'en sort carrément pour dire voilà, comme nous avons entendu qu'il y a un pasteur qui a postulé, Dieu lui a parlé, c'est bon. Et l'autre, il peut dire voilà, alors, puisque nous ne supportons pas ça. Je te le dis, madame, je suis représentant légal d'une église, nous ne supportons pas ça. Quand les gens ne s'accordent pas sur un verset biblique, vous êtes sûr qu'ils vont s'accorder sur une structure? Maître, notre magazine touche déjà à sa fin. Votre dernier mot, je voudrais que ça soit en lingala, et puis vous pouvez toucher aussi par rapport à la mort du leader du mouvement politico-rédigé Bundu Dia Mayala Némona Semi. Non, on a Sokisi na koloba ete makambo etali maponome ya biso ya élection ya 2023 nazali kosenga batu nyonso tobondela Nzambe pour que makila ya ba Congolais etangate na élection oyo tozali kobetela maboko lelo. Tozali komona ndenge tokokoma ba député, tozali komona kaka ndenge tokokoma ba chef de l'État, mais tozali komona passe ya peuple te pour que peuple oyo ezali ko souffrir lelo ba continuer ko souffrir te. Makila na bango etangate, élection eleka na lolenge elisengeli. Mais modèle oyo tokomi komona ezake na ba konzo bazana place, na bato bazolinga bakoma ba konzi. Bakomi kotala na ngambo. Moye baye bisa peuple congolais o ezali ya solo ezate élection ezali ko kende mabe yango wana moni bato ya Sadek wana baye pour que basala évaluation tokozela rapport na bango et kozala pe publier ndenge pe mission na bango ezala ki publier eza makambo ya koloba que non, notre mission est satisfaisante. Mission est cause de la satisfaisante du fait que bakutani na bato nyonso bazui ba élément o bango batindaki bango, c'est-à-dire c'est satisfaisant. Ce qu'on dans koloba ete ntango bakopesa rapport oyo et pas bakonzi ya Sadek bango bakoanalyser yango par rapport na accord oyo Congo a signaka pour que ba se prononcer na likambo etali maponome oyo le 20 décembre 2020. Na makambo ndeko kadi mazali koloba ete que non liste ekozala affiché te na ba bureau ya élection ba tunyoso bakota na ba site internet nazali ko tuna soki pa na biso internet ese comment na bamboka na biso internet ezalaka te bato bazana na ba machine ya kokotela na internet te ndenge nini ba électeur bakoyeba komona bango puisque site web wana ya seni bato nyonso bayebi kokota na kati ya site wana te to sengi na ndeko na biso kadima asala ba élection lolenge sengeli abimisa ba liste ba imprimer ba tia na ba bureau ya vote pour ba électeur bayeba bakomona bango na bisika bakusala élection malamu. Na liwa ya ndeko na biso honorable Zakari Ngila comment na mususu na Badengila ne mwana nsemi to présenter ba condoléances na biso na peuple Congo mobimba na secte na ye Bundu na Mayala bandimi nyonso bazalaki sima na ye condoléances na biso ekomela bino
nous avons perdu en réalité un intellectuel de surcroît, une tête, où Yazalaki pour réfléchir, ce qu'on analyse, il avait sa philosophie qui n'a pas été profitable et qui n'a pas été profité pour notre génération. Parce qu'il était parmi les gens où Babandaï Kolite pour africaniser nyonso tozali na yango totika makambo ya kotangisa makambo ya Occident et pas histoire ya Congo na biso et pas bana na biso na Afrique totangisa histoire ya Afrique et pas africain. Il était vraiment un panafricaniste, quelqu'un qui prônait des valeurs nettes ya Afrique na ya Congo. En tout cas, que son âme repose en paix. Merci maître pour votre disponibilité. Merci beaucoup madame. Chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ces magazines. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés en ces jours. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir. DRC Info, paix, justice et information.